Lorsqu'un tremblement de terre dévaste une ville historique, transformant ses rues en un labyrinthe de ruines, une bibliothécaire timide devient le guide improbable d'un groupe de survivants. Son seul outil n'est pas une carte moderne, mais une ancienne carte d'incendie de 1790, montrant un réseau de tunnels oubliés. Mais ce chemin vers la survie les mènera à une découverte bien plus sombre, un secret enfoui au cœur même du pouvoir de la ville. Si vous aimez les histoires de héros inattendus et de secrets cachés, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Éléonore Dubois vivait sa vie entre les pages. Pour elle, le monde le plus vibrant n'était pas celui des rues bruyantes de la ville, mais celui des archives silencieuses de la bibliothèque municipale. À 42 ans, elle était la gardienne en chef des collections spéciales, un royaume de cuir vieilli, de papier jauni et de l'odeur enivrante de la poussière des siècles. Elle était une femme discrète, presque invisible, dont la voix douce était rarement entendue au-dessus d'un murmure. Ses collègues la considéraient comme une antiquité, aussi fragile et démodée que les manuscrits qu'elle chérissait. Mais dans son silence, Éléonore possédait une force tranquille, une passion pour les histoires que les objets pouvaient raconter. Sa spécialité, sa véritable passion, était la cartographie historique. Elle pouvait passer des heures à contempler une ancienne carte de la ville, ses doigts effleurant les lignes d'encre pâlie, déchiffrant les noms de rues oubliées, imaginant la vie qui grouillait dans ses artères disparues. Pour elle, une carte n'était pas une simple représentation géographique. C'était un palimpseste, une superposition d'histoires, de secrets et de tragédies. Ce jour-là, un mardi après-midi d'octobre, elle travaillait dans le sous-sol des archives, une forteresse de béton conçue pour protéger les trésors les plus précieux de la bibliothèque. Elle était penchée sur sa dernière acquisition, une carte de prévention des incendies de la ville, datant de 1790. C'était une œuvre d'art, gravée à la main, détaillant non seulement les rues de l'époque, mais aussi les sources d'eau, les citernes souterraines, et chose fascinante, un réseau de passages de secours, des tunnels et des cryptes médiévales que les pompiers de l'époque devaient utiliser pour se déplacer rapidement et à l'abri des flammes. C'était un plan de la ville invisible, une carte de ses entrailles oubliées. Elle était tellement absorbée par sa contemplation qu'elle ne sentit pas la première secousse, une vibration sourde et profonde qui fit trembler la lourde table en chêne. La deuxième secousse, quelques secondes plus tard, fut impossible à ignorer. Le sol se déroba sous ses pieds dans un mouvement de houle violent. Les boîtes d'archives sur les étagères métalliques se mirent à danser, puis tombèrent dans un fracas assourdissant. Un grondement terrible, venu des profondeurs de la terre, emplit la pièce, un son de déchirure, comme si le monde lui-même se brisait. Éléonore fut projetée au sol. Les lumières clignotèrent sauvagement, puis s'éteignirent, la plongeant dans une obscurité totale. Le bruit était apocalyptique, le hurlement du béton qui se tord, le fracas du verre qui explose aux étages supérieurs, et par-dessus tout, les cris. Des cris de terreur qui semblaient venir de partout et de nulle part. Elle se recroquevilla sous la table, son corps tremblant de manière incontrôlable, attendant la fin. L'épreuve dura une éternité, peut-être une minute, peut-être deux. Puis, aussi soudainement qu'il avait commencé, le tremblement cessa. Le silence qui suivit fut plus terrifiant encore que le bruit. Un silence absolu, lourd, seulement troublé par le son de sa propre respiration haletante et le craquement sinistre de la structure qui s'installait. La poussière était si épaisse qu'elle avait l'impression de respirer du sable. Elle resta là, paralysée, pendant un long moment. Puis, elle entendit un gémissement. Une voix faible, appelant à l'aide. Elle n'était pas seule. Poussée par une force qu'elle ne se connaissait pas, elle rampa hors de sa cachette et commença à appeler à son tour. Peu à peu, d'autres voix lui répondirent. Dans l'obscurité du sous-sol, un petit groupe de survivants se rassembla. Il y avait Monsieur Dubois, un vieil homme qui venait consulter les archives généalogiques, sa jambe visiblement cassée. Il y avait une jeune étudiante nommée Chloé, en état de choc, et un agent de sécurité, Léo, blessé à la tête mais encore valide. Ils étaient 4, piégés dans les entrailles de la bibliothèque, sous les ruines de leur ville. Les premières heures furent un mélange confus de peur, de douleur et d'incrédulité. Léo, l'agent de sécurité, malgré sa blessure, prit les choses en main. Il réussit à trouver une lampe de poche de secours dans son casier, dont le faisceau tremblant devint leur unique soleil dans ce monde de ténèbres. Il fit un premier bilan de la situation. Ils étaient au niveau le plus bas des archives, une cage de béton armé qui, ironiquement, les avait probablement sauvés en résistant à l'effondrement des étages supérieurs. Mais cette cage était aussi leur prison. L'escalier principal était complètement bloqué par une montagne de béton et de poutres d'acier tordues. La sortie de secours, à l'autre bout du sous-sol, avait subi le même sort. Ils étaient emmurés. Ils essayèrent de crier, de frapper contre les murs, mais le son était mat, absorbé par les tonnes de décombres au-dessus d'eux. Le réseau de téléphonie mobile était mort. Ils étaient coupés du monde. Le désespoir commença à s'installer, un poison froid qui s'infiltrait dans leurs esprits.
Monsieur Dubois souffrait terriblement de sa jambe, son visage gris de douleur. Chloé était prostrée dans un coin, secouée de sanglots silencieux. Léo, malgré son courage, commençait à montrer des signes d'épuisement, la fatigue de sa blessure se lisant sur son visage. Éléonore, elle, luttait contre sa propre terreur. Son esprit, habituellement si ordonné, était un chaos de pensées fragmentées. Mais alors qu'elle était assise dans le noir, essayant de calmer le battement affolé de son cœur, une image se forma dans son esprit. Une image d'une clarté stupéfiante. La carte. La carte des incendies de 1790. L'image du plan de la ville souterraine, avec ses tunnels, ses cryptes, ses passages de secours, s'imposa à elle avec une force et une évidence incroyables. Au début, elle rejeta l'idée comme un délire, un produit de son esprit traumatisé. C'était une vieille carte, un document historique. Comment pouvait-elle avoir la moindre pertinence aujourd'hui? Les tunnels avaient dû être comblés, détruits, oubliés depuis longtemps. Mais l'image persistait, tenace. Elle se souvint des détails. La carte montrait un passage qui partait précisément de la crypte de l'ancienne église sur laquelle la bibliothèque avait été construite au XIXe siècle. Les archives, le lieu où il se trouvait, occupaient l'emplacement exact de cette crypte. Le passage existait-il encore? C'était une chance infime, un espoir insensé. Mais c'était le seul espoir qu'ils avaient. Elle se leva, sa décision prise. Il y a peut-être un autre moyen, dit-elle, sa voix, habituellement si faible, résonnant avec une nouvelle assurance dans le silence. Les trois autres se tournèrent vers elle, leur visage éclairé par le faisceau de la lampe torche. Une carte, continua-t-elle. Une vieille carte. Elle montre un chemin. Sous la ville. Léo la regarda avec incrédulité. Une vieille carte. Madame, nous sommes dans une situation réelle, ici. Ce n'est pas un roman d'aventure. Nous devons attendre les secours. Et s'ils n'arrivent pas à temps, rétorqua Éléonore. Regardez Monsieur Dubois. Il a besoin de soins urgents. Nous ne pouvons pas attendre. Elle expliqua ce qu'elle avait vu, la précision de la carte, la coïncidence de leur emplacement. Au début, ils restèrent sceptiques. Chloé, l'étudiante, semblait la plus ouverte à l'idée, peut-être parce que son esprit jeune était plus enclin à accepter l'extraordinaire. Monsieur Dubois, malgré sa douleur, écoutait attentivement, son expérience de la vie lui ayant appris que les solutions les plus improbables sont parfois les bonnes. Léo restait le plus difficile à convaincre. Son esprit était formé à suivre les procédures, les plans d'évacuation modernes. L'idée de se fier à un morceau de papier vieux de 2 siècles lui paraissait absurde. Même si ce passage a existé, argumenta-t-il, il est probablement effondré depuis des lustres. C'est trop dangereux. Moins dangereux que de rester ici à mourir de faim ou de soif, répondit Éléonore. La carte est notre seule chance. Je sais où elle se trouve. Son assurance, sa conviction tranquille, commença à ébranler les doutes de Léo. Il regarda le visage pâle de Monsieur Dubois, puis la silhouette fragile mais déterminée de cette bibliothécaire qu'il avait toujours à peine remarquée. Il n'avait pas de meilleure solution à proposer. D'accord, dit-il finalement avec un soupir. Montrez-nous cette carte. La première étape consistait à récupérer la carte. C'était un défi en soi. Le bureau d'Éléonore, où elle l'avait laissé, se trouvait de l'autre côté du sous-sol, une zone qui avait subi plus de dégâts. Guidés par le faisceau de la lampe de Léo, ils commencèrent à se frayer un chemin à travers les décombres. Ils devaient escalader des montagnes d'étagères métalliques tordues et de boîtes d'archives éventrées, le sol jonché de livres et de fragments de béton. La progression était lente et périlleuse. Éléonore, malgré sa cheville douloureuse, avançait avec une détermination farouche, son esprit entièrement concentré sur son objectif. Ils atteignirent enfin son bureau, ou ce qu'il en restait. La table en chêne avait été renversée, mais elle était intacte. Et sous un fatras de papier, elle était là. La carte de 1790, protégée par sa chemise en carton. Éléonore la prit avec des mains tremblantes. C'était plus qu'un document maintenant, c'était un artefact d'espoir. Elle la déroula sur le sol, l'éclairant avec la lampe de Léo. La carte était encore plus détaillée qu'elle ne s'en souvenait. Elle montrait un réseau complexe de passages, certains indiqués par des lignes pleines, d'autres par des pointillés, suggérant des tunnels secondaires ou moins bien connus. Et, comme elle s'en souvenait, une ligne partait de l'emplacement exact de la crypte de Saint-Michel, le nom de l'ancienne église, et se dirigeait vers l'est, sous le cœur historique de la ville. L'entrée doit être par là, dit Éléonore, pointant du doigt un mur au fond de la pièce. C'était un mur plus ancien que les autres, fait de grosses pierres de taille, les fondations de l'église originelle. Ils examinèrent le mur. Il semblait parfaitement solide, sans la moindre trace d'une porte ou d'une ouverture.
Le découragement commença à poindre. Peut-être qu'elle a été murée il y a des siècles, dit Chloé d'une voix déçue. Mais Éléonore ne se laissa pas abattre. Elle étudia à nouveau la carte. À côté de l'entrée du passage, il y avait une petite annotation, presque illisible. Elle sortit une loupe de la poche de sa veste, un outil qu'elle avait toujours sur elle, et se pencha sur le document. Elle déchiffra les mots, écrits dans un français du XVIIIe siècle. L'ange indique la voie. L'ange, répéta Léo, perplexe. Éléonore balaya le mur du faisceau de la lampe. Et là, dans une petite alcôve qu'il n'avait pas remarquée, se trouvait une petite statue de pierre, un ange aux ailes brisées, probablement un vestige de l'ancienne crypte. Elle s'approcha. La statue était couverte de poussière et de toiles d'araignée. Elle la nettoya avec sa manche. L'ange tenait un livre dans ses mains. Et son doigt de pierre pointait vers une pierre spécifique dans le mur, juste à côté de lui. La pierre semblait identique aux autres. Mais lorsque Léo la poussa, elle bougea légèrement. Ensemble, ils poussèrent de toute leur force. La pierre pivota sur un mécanisme caché, révélant une ouverture sombre et étroite. Un courant d'air froid et humide en sortit, portant une odeur de terre et d'oubli. L'entrée du tunnel. Un frisson d'excitation et de peur les parcourut. C'était réel. Le chemin existait. Mais le plus difficile restait à faire. Le passage était étroit, sombre et potentiellement dangereux. Léo passa en premier, sa lampe de poche balayant les ténèbres. Le tunnel était voûté, soutenu par des arches de briques anciennes. Le sol était en terre battue, humide et glissant. La descente était raide. Le plus grand défi était de faire descendre Monsieur Dubois. Sa jambe cassée rendait tout mouvement une torture. Ils improvisèrent une sorte de brancard avec une planche de bois et des lanières de cuir arrachées à de vieilles reliures de livres. Éléonore et Chloé le tiraient par le haut, tandis que Léo le guidait par le bas, un processus lent et épuisant. La première descente dans le monde souterrain fut une épreuve de courage et de coopération. Ils étaient sales, fatigués, effrayés, mais ils étaient ensemble, unis par un mince fil d'espoir tissé à partir d'une vieille carte et de la détermination d'une bibliothécaire timide. Ils laissaient derrière eux la tombe de béton de la bibliothèque pour s'enfoncer dans les entrailles encore plus anciennes et plus incertaines de la ville. Le monde souterrain était un univers à part entière, un royaume de silence, d'obscurité et d'humidité. Le seul son était le goutte à goutte de l'eau s'infiltrant à travers les voûtes et le bruit de leurs propres pas et de leur respiration. La lampe de Léo, leur unique soleil, projetait des ombres longues et dansantes qui transformaient les formes familières en créatures monstrueuses. Le tunnel principal était étonnamment bien conservé, une preuve de la qualité du travail des bâtisseurs médiévaux. Mais la navigation était un défi constant. La carte d'Éléonore était leur seul guide, mais c'était un guide imparfait, une représentation bidimensionnelle d'un monde tridimensionnel qui avait été altéré par des siècles de changements. Éléonore devint la navigatrice du groupe. Elle tenait la carte précieusement, l'étudiant à chaque intersection, essayant de faire correspondre les lignes d'encre pâlie à la réalité de pierre et de briques qui les entouraient. C'est là que sa connaissance profonde de l'histoire de la ville devint un atout crucial. Elle pouvait identifier des styles de maçonnerie, dater une arche par la forme de ses briques, reconnaître les vestiges d'anciennes fortifications intégrées dans les murs des tunnels. Elle ne lisait pas seulement la carte, elle lisait l'architecture du souterrain. Cette intersection, dit-elle à un moment, s'arrêtant là où deux tunnels se croisaient. D'après la carte, nous devrions prendre à droite, en direction de l'ancien couvent des Ursulines. Mais regardez la maçonnerie du tunnel de gauche. Les briques sont plus récentes, du XIXe siècle. C'est probablement un tunnel de service qui a été creusé plus tard, peut-être pour les égouts, et qui a intercepté l'ancien passage. Il n'est pas sur la carte, mais il est peut-être plus stable. Le groupe la regardait avec un respect grandissant. Elle n'était plus la bibliothécaire timide. Elle était leur guide, leur experte. Sa voix, bien que toujours douce, était maintenant empreinte d'une autorité tranquille. Léo, avec son esprit pragmatique, était son second. Il évaluait la sécurité physique de chaque passage, sondant le sol avec sa barre de métal, testant la solidité des plafonds. Il formait une équipe improbable mais efficace, l'historienne et le soldat. Chloé, l'étudiante, s'occupait de Monsieur Dubois, lui donnant de l'eau, lui parlant pour le distraire de sa douleur. L'état du vieil homme était une source d'inquiétude constante. Il devait se déplacer lentement à cause de lui, et sa jambe nécessitait des soins que seule la surface pouvait offrir. L'urgence de leur situation était une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Leur progression était une série de petites victoires et de revers frustrants. Ils trouvèrent un tunnel bloqué par un effondrement récent, probablement causé par le tremblement de terre, les forçant à un long détour. Dans un autre, ils durent ramper à travers une section où le plafond s'était affaissé, l'air y étant vicié et difficile à respirer.
Mais à chaque fois, la carte d'Éléonore, combinée à son interprétation intelligente, leur offrait une autre option, un autre chemin. Elle devint de plus en plus fascinée par ce monde souterrain. C'était l'histoire de sa ville, mise à nu. Elle voyait les fondations romaines, les cryptes médiévales, les caves du XVIIIe siècle, les égouts du XIXe, et même les abris antiaériens du XXe siècle, un millefeuille d'histoire sous leurs pieds. Elle se sentait étrangement chez elle ici, dans ce silence et cette obscurité, entourée par les fantômes du passé. Mais elle n'oubliait jamais son objectif principal, la survie. La carte n'était pas seulement un document historique, c'était un outil. Et elle apprenait à le maîtriser avec une habileté croissante, naviguant par l'encre et la pierre, guidant son petit groupe de survivants à travers les veines oubliées de la ville. Le temps, dans le monde souterrain, devint une notion fluide. Privés de la lumière du jour, ils perdaient la notion des heures qui passaient. Leur seul repère était la fatigue de leur corps et la faim qui commençait à les tenailler. Ils avaient trouvé une petite source d'eau claire, mais la nourriture leur manquait cruellement. L'épuisement et l'anxiété commençaient à peser sur le moral du groupe. Des tensions apparurent. Léo, bien que respectueux de l'expertise d'Éléonore, devenait de plus en plus impatient, frustré par leur lente progression. Chloé était de plus en plus silencieuse, repliée sur elle-même. Et Monsieur Dubois, malgré son stoïcisme, était visiblement à bout de force. Éléonore sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Elle devait non seulement les guider, mais aussi maintenir leur espoir. C'est au cours de ce qui devait être leur 2e ou 3e jour sous terre qu'ils firent une découverte qui changea l'atmosphère. Alors qu'ils exploraient un tunnel secondaire non indiqué sur la carte principale, ils débouchèrent dans une grande crypte voûtée. Le faisceau de la lampe de Léo révéla une scène figée dans le temps. C'était une chapelle funéraire privée, probablement appartenant à une riche famille de marchands du XVIIe siècle. Il y avait plusieurs sarcophages en pierre, couverts de sculptures élaborées, et sur les murs, des fragments de fresques murales encore visibles, représentant des scènes bibliques. Mais ce qui attira leur attention, ce fut un squelette, assis contre un mur, une plume et un journal ouvert sur ses genoux. C'était probablement un prêtre ou un moine qui s'était réfugié ici pendant une période de trouble, peut-être une épidémie ou une guerre, et qui y était mort. Éléonore s'approcha avec une révérence infinie. Le journal était remarquablement bien conservé dans l'air sec de la crypte. L'encre avait pâli, mais l'écriture était encore lisible. C'était le journal d'un homme qui avait documenté ses derniers jours, sa solitude, sa foi et sa résignation face à la mort. La lecture de ces mots, écrits plus de 3 siècles auparavant par un homme dans une situation désespérée similaire à la leur, eut un effet profond sur le groupe. Ils se sentirent connectés à lui, à tous ceux qui avaient lutté et souffert entre ces murs. Leur propre épreuve semblait moins solitaire, inscrite dans une histoire plus vaste. Cela leur donna une nouvelle force, une nouvelle perspective. Ils trouvèrent également, dans une petite niche, une caisse en bois contenant des bougies de cire d'abeille et une boîte d'amadou. Les bougies étaient vieilles et dures, mais encore utilisables. Léo réussit à en allumer une. La lueur chaude et vacillante de la flamme fut un immense réconfort après des jours de lumière froide et dure de la lampe de poche. La lumière de la bougie semblait plus vivante, plus humaine. Ils se reposèrent dans la crypte, partageant la faible lueur et le silence. Ils se sentaient comme les premiers hommes dans une caverne, réunis autour du feu. Éléonore, cependant, continua à étudier la carte à la lueur de la bougie. Elle remarqua un détail qui lui avait échappé. Le tunnel qu'il suivait, le passage principal, était représenté par une ligne double. Mais à un certain point, juste en dessous de l'emplacement de l'hôtel de ville, la ligne devenait triple. Et à côté, il y avait un petit symbole qu'elle ne reconnut pas, une sorte de couronne stylisée. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Un passage plus grand? Un passage plus important? Elle ne le savait pas. Mais son intuition lui disait que ce point était crucial. C'était la clé de leur voyage. Le lendemain, revigorés par leur repos et par leur découverte, ils reprirent leur route. L'ambiance dans le groupe était meilleure. Ils parlaient plus, s'encourageaient mutuellement. La découverte de la crypte leur avait rappelé qu'ils n'étaient pas seulement des victimes, mais aussi des explorateurs, des découvreurs de secrets. Ils avançaient maintenant non seulement vers la survie, mais aussi vers la découverte que la carte semblait leur promettre. Après une autre demi-journée de marche lente et pénible, ils arrivèrent au carrefour qu'Éléonore avait repéré sur la carte. C'était une grande salle circulaire où plusieurs tunnels convergeaient, un véritable nœud du réseau souterrain. Le faisceau de la lampe de Léo révélait une architecture impressionnante, avec une haute voûte soutenue par un pilier central massif. Le choix qui s'offrait à eux était crucial et divisa immédiatement le groupe. Selon la carte de 1790, le tunnel principal continuait tout droit, en direction de l'est. C'était le chemin le plus large, le plus évident. Éléonore,
en superposant mentalement la vieille carte au plan de la ville moderne, savait que ce tunnel devait passer non loin d'une station de métro de la ligne 3. C'était l'option logique, celle du bon sens. Le métro était un réseau souterrain moderne. S'il pouvait l'atteindre, il trouverait probablement une issue de secours, ou du moins, il serait dans un lieu connu où les secours finiraient par arriver. Léo était un ardent défenseur de cette option. « C'est notre meilleure chance », dit-il avec conviction. Le métro est notre seule connexion connue avec le monde moderne. Tout le reste, ce n'est que de la spéculation. Mais il y avait l'autre tunnel. Celui qui, sur la carte, était marqué par la triple ligne et le symbole de la couronne. Il partait sur la gauche, vers le nord, et semblait plus étroit, moins entretenu. D'après les calculs d'Éléonore, il se dirigeait directement sous l'hôtel de ville. C'était l'option de l'intuition, de l'inconnu. « Je ne sais pas ce que cela signifie, dit Éléonore en montrant la carte, mais le cartographe a clairement voulu indiquer que ce passage est spécial. Une triple ligne, une couronne. C'est un symbole de pouvoir, d'importance. Peut-être que c'était un passage secret pour le maire ou le gouverneur de l'époque. » Léo secoua la tête, sceptique. Ou peut-être que c'est juste un joli dessin. Éléonore, nous ne pouvons pas risquer nos vies sur l'interprétation d'un symbole vieux de 2 siècles. Le métro est un objectif concret. Chloé, l'étudiante, hésitait. L'idée d'un passage secret la fascinait, mais la logique de Léo était convaincante. Monsieur Dubois, affaibli, restait silencieux, s'en remettant à la décision des autres. Le débat fut tendu. Léo accusait Éléonore de se laisser emporter par son romantisme d'historienne, de préférer le mystère à la sécurité. Éléonore, de son côté, essayait de lui expliquer son raisonnement. Léo pense à la logique d'un plan de secours. Un passage important, comme celui-ci semble l'être, ne mènerait-il pas à un endroit sûr et central? Et quel est l'endroit le plus central et le plus sûr d'une ville? L'hôtel de ville. De plus, la station de métro, même si nous l'atteignons, a probablement été construite en coupant ou en condamnant les anciens tunnels. Il y a de fortes chances que nous nous retrouvions face à un mur de béton. Son argument fit réfléchir Léo. Elle avait raison. Les constructions modernes ignoraient souvent les anciennes structures souterraines, les détruisant sans ménagement. Le chemin le plus logique pouvait être une impasse. Finalement, ce fut M. Dubois qui trancha le débat. D'une voix faible mais claire, il dit « J'ai passé ma vie à faire confiance aux experts. Mademoiselle Dubois est notre experte. Sa connaissance nous a guidés jusqu'ici. Je pense que nous devrions lui faire confiance jusqu'au bout. » Son intervention calma les esprits. Léo, bien que toujours hésitant, accepta la décision du vieil homme. Le choix était fait. Ils allaient suivre le chemin du mystère, le chemin de la couronne. Ils s'engagèrent dans le tunnel le plus étroit, laissant derrière eux la promesse de la modernité pour s'enfoncer encore plus profondément dans les secrets de l'histoire. Le tunnel de la couronne était différent des autres. Il était plus étroit, mais la qualité de sa construction était nettement supérieure. Les murs étaient faits de pierres de taille parfaitement ajustées, et le sol, bien que couvert de poussière, était pavé. Il était clair que ce n'était pas un simple tunnel de service, mais un passage construit avec soin et intention. Après une centaine de mètres, ils arrivèrent à une autre surprise. Le tunnel de briques anciennes s'arrêta brusquement devant un mur de béton moderne, lisse et froid. Un cul-de-sac. Le cœur de Léo se serra. « Je le savais, murmura-t-il, un mélange de colère et de déception dans la voix. C'est une impasse. Nous avons fait tout ce chemin pour rien. » Mais Éléonore ne se découragea pas. Elle posa ses mains sur le mur de béton, le lisant comme elle avait appris à le faire. Le béton était lisse, de haute qualité. Ce n'était pas un simple mur de remblai. C'était une construction intentionnelle. Et le courant d'air, bien que faible, passait par une minuscule fente près du sol. « Ce n'est pas un mur, dit-elle. C'est une porte. » Elle explora la surface du béton, cherchant un mécanisme, un interrupteur, n'importe quoi. Elle ne trouva rien. Mais en examinant la fente près du sol, Léo remarqua quelque chose. Des traces de frottement. Des marques qui indiquaient que cette section du mur avait pivoté. Utilisant sa barre de métal comme un levier, il l'inséra dans la fente et poussa de toutes ses forces. Avec un grincement sourd de protestation, une section du mur de béton pivota lentement vers l'intérieur, révélant un passage sombre. Ils entrèrent dans un couloir moderne, éclairé par des lumières de secours à faible intensité qui semblaient fonctionner sur une batterie indépendante. Le contraste avec les tunnels anciens était saisissant. L'air était sec, filtré. Ils étaient de retour au XXIe siècle. Le couloir les mena à une lourde porte blindée, du genre de celle que l'on trouve dans les banques. Elle était fermée, mais pas verrouillée.
Léo l'ouvrit avec précaution. Ils débouchèrent dans une grande pièce carrée, sans fenêtre. C'était une chambre forte. Et son contenu les laissa sans voix. La pièce n'était pas remplie de trésors historiques, mais de dizaines de caisses en métal et de valises de luxe. La curiosité l'emportant, Léo en ouvrit une. Elle était remplie de liasses de billets de banque, des euros, des dollars, des francs suisses. Une autre contenait des lingots d'or. Une troisième, des disques durs et des registres comptables. Éléonore comprit immédiatement. Ils étaient dans la chambre forte secrète du maire actuel, un homme politique à la réputation sulfureuse, soupçonné depuis des années de corruption et de détournement de fonds, mais contre qui aucune preuve n'avait jamais été trouvée. Ce tunnel, ce passage secret, n'était pas une relique du passé. C'était une voie d'évacuation privée et moderne, construite par le maire pour cacher sa fortune mal acquise, et probablement pour s'échapper en cas de problème. La carte de 1790 ne les avait pas seulement menés à la sortie. Elle les avait menés au cœur d'un crime. Ils se regardèrent, un mélange de stupéfaction, de peur et d'une étrange excitation dans les yeux. Ils étaient venus chercher la survie, et ils avaient trouvé un scandale qui allait secouer la ville jusqu'à ses fondations. La découverte de la chambre forte changea la dynamique de leur situation. Ils n'étaient plus seulement des survivants cherchant une issue, ils étaient maintenant les dépositaires d'un secret dangereux. Ils savaient que le maire, un homme puissant et sans scrupules, ferait n'importe quoi pour protéger sa fortune et sa réputation. Leur priorité absolue était de sortir de là et de mettre les preuves en sécurité. Ils explorèrent la chambre forte et trouvèrent ce qu'ils cherchaient, une autre porte blindée à l'extrémité opposée. Celle-ci menait à un escalier en colimaçon moderne qui montait. C'était la véritable sortie, le chemin vers la surface. Ils transportèrent M. Dubois avec une précaution renouvelée. Chaque minute comptait. L'escalier déboucha dans une petite pièce qui ressemblait à une cave à vin, avec des casiers remplis de grands crus. Une porte en bois ordinaire s'ouvrit sur un couloir familier. Ils étaient dans les sous-sols de l'hôtel de ville. Ils avaient réussi. Ils avaient atteint la surface. Ils montèrent les escaliers et sortirent dans le hall principal de l'hôtel de ville. Le spectacle était un mélange de chaos et d'ordre. Le bâtiment avait été transformé en un centre de commandement pour les opérations de secours. Des pompiers, des policiers, des médecins allaient et venaient, leurs visages marqués par la fatigue. Lorsqu'ils apparurent, sales, épuisés, portant un homme blessé, ils furent immédiatement entourés. Au début, on les prit pour des rescapés sortis d'un bâtiment voisin. Mais lorsque Léo expliqua d'où ils venaient, de la bibliothèque, en passant par les souterrains, l'incrédulité se peignit sur les visages. Un officier de police les prit à part et commença à les interroger. Éléonore, malgré son épuisement, raconta leur histoire avec une clarté et une précision retrouvées. Elle expliqua le rôle de la carte, leur voyage à travers les tunnels, et finalement, leur découverte dans la chambre forte secrète sous leurs pieds. L'officier la regarda avec scepticisme, jusqu'à ce que Léo confirme chaque mot et que Chloé, sortant de son silence, ajoute des détails poignants. La nouvelle de la chambre forte se répandit comme une traînée de poudre dans le centre de commandement. Une équipe fut envoyée pour vérifier, et la confirmation arriva rapidement. Le scandale éclata. Le maire, qui dirigeait les opérations de secours avec une fausse compassion devant les caméras de télévision, fut arrêté sur le champ. Éléonore, Léo, Chloé et M. Dubois devinrent des héros improbables. Pas seulement des survivants, mais des justiciers. Leur histoire fit la une des journaux nationaux. On parla de la bibliothécaire qui lisait les cartes anciennes, du courage de l'agent de sécurité, de l'incroyable coïncidence qui avait révélé la corruption au cœur de la tragédie. Pour Éléonore, le retour à la surface fut une expérience étrange. Elle était la même femme timide et silencieuse, mais quelque chose en elle avait changé. Elle avait trouvé sa voie, non pas dans les mots qu'elle avait perdus, mais dans les actes qu'elle avait accomplis. Elle avait prouvé que la connaissance du passé, loin d'être inutile, pouvait être l'outil le plus puissant pour naviguer dans le présent. Le cabinet Léger et Martel, pour qui elle travaillait, n'existait plus, la bibliothèque ayant été détruite, mais on lui offrit un poste de consultante auprès de la commission du patrimoine de la ville, chargée de cartographier et de préserver le réseau souterrain qu'elle avait été la seule à redécouvrir. Un jour, quelques mois plus tard, elle retourna sur les ruines de la bibliothèque. Debout devant le trou béant qui avait été son entrée dans le monde souterrain, elle tenait dans ses mains une nouvelle carte, une carte qu'elle avait elle-même dessinée, superposant le plan de 1790 au relevé moderne. C'était une carte complète, une carte qui racontait toute l'histoire de la ville, ses secrets comme ses trésors. Elle n'était plus seulement une gardienne du passé. Elle en était devenue l'une des cartographes les plus importantes.